Alors, Kinshasa s'est réjoui de nouvelles sanctions de l'Union européenne contre justement le rebelle M23 ainsi que le Rwanda, tout en plaidant pour justement des mesures plus robustes. Alors pendant ces temps, la rencontre prévue aujourd'hui à Luanda, nous sommes en Angola entre ces rebelles M23 ainsi que le gouvernement souminois soldé en échec. L'AFC M23 ont refusé d'y participer. Ils regrettent messieurs, dames, des sanctions contre eux qui sont tombées hier. Alors, un jour avant la tenue, je m'excuse, de ces assises. Aujourd'hui, on se demande le chèque de ces négociations profiterait à qui? Nous allons réfléchir sur cette question, mais aussi, est-ce que les M23 fuient-ils une pression de négociation diplomatique? Voilà qui sera l'objet de nos échanges sur ces plateaux aujourd'hui. Messieurs, dames, soyez les bienvenus et merci de réitérer votre confiance à cette chaîne de l'excellence ainsi qu'à votre magazine CML chez vous. Pour en parler, c'est avec un réel plaisir que nous recevons pour vous Monsieur Henri Mutombo. Il est avec moi sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania et merci encore une fois de plus pour cette invitation. Merci de nous honorer une fois de plus sur ces plateaux. Alors, Monsieur Henri est écrivain, mais aussi chercheur en géopolitique et fiscalité. Il est cadre au sein de l'Union sacrée. Monsieur Henri, échec du processus de Luanda, des négociations entre le gouvernement congolais et les M23, je le dis, à qui profiterait justement cet échec? Mais l'échec, comme vous le présentez, de ce processus, encore une fois de plus, est voulu par ceux qui n'ont aucune revendication légitime. Parce que là, je crois que vous parlez de la rencontre qui devait avoir lieu aujourd'hui entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle du M23, qui avait demandé d'ailleurs ce dialogue, qui était monté sur le toit du monde pour demander que le gouvernement congolais puisse dialoguer, avoir un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Et je me rappelle encore, je crois au début de l'année ou l'année dernière, Monsieur Nanga, qui avait dit, Tshisekedi veut qu'il y ait combien de morts pour qu'il accepte finalement de négocier. Alors aujourd'hui, c'est qu'il demandait à tue-tête, de manière volubile, leur est accordé par le facilitateur désigné de l'Union africaine, le président de l'Angola, João Lourenço Gonçalves. Cela leur a été accordé, mais malheureusement, nous avons vu ce rétropédalage comme celui de leur parrain, le président rwandais, le 15 décembre 2024. Donc, comme on dit, tel père, tel fils. Parce que, bien entendu, leurs revendications ne sont pas légitimes. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est Kagame qui est derrière. Nous savons tous, contrairement à ce que Kabila avait présenté comme étant une aspiration du peuple congolais, où on ne devait pas limiter le problème de l'Est de la RDC en traitant les M23 des proxys. Mais voilà, aujourd'hui, ces gens qui ne sont pas inscrits dans la logique de la paix, ils veulent continuer avec la guerre pour continuer à tuer et à piller les minéraux de notre pays. Parce que vous avez vu, vous avez parlé de sanctions, leur parrain, M. Kagame, qui est désarçonné par les sanctions venant des États-Unis, des Nations Unies, de l'Union européenne, de la Belgique, avec laquelle le Rwanda a même rompu les relations bilatérales, leur coopération. Et donc là, il ne reste que Kagame sur la liste des sanctions. Donc prochainement, c'est lui qui serait sanctionné s'il s'entête, s'il ne respecte pas les résolutions contenues dans voilà, les résolutions 27-73 Alors, Monsieur Henri, vous dites qu'ils n'ont aucune revendication légitime. Vous vous souviendrez que ce gouvernement, ce régime les a bien traités de pantins et n'a pas non plus voulu leur accorder ces négociations
pourquoi se rétracter et accepter de se mettre sur, autour d'une même table avec ces rebelles M23? Vous savez, depuis la nuit des temps, dans tous les conflits armés, dans tous les conflits où les armes sont impliquées, il y a toujours évidemment les camps qui campent chacun dans sa position. Mais après, on peut avancer, on peut construire un pont pour aller vers l'autre, pour écouter ses revendications. Mais ici, je viens de vous le dire. Sachant déjà qu'ils n'ont pas de revendications légitimes, comme vous le dites. J'arrive. Vous avez posé une question. Permettez-moi de vous rencontrer. Permettez-moi de vous relancer aussi. D'accord, merci. Vous me relancez. Je vous réponds à votre question. Nous savons tous que le président de la République avait dit qu'il négociera pas avec les M23, même s'ils arrivaient devant la porte de sa maison, de l'OUA. Ok. Alors, le président de la République a des partenaires, il a des collaborateurs. Le président Lourenço, rappelez-vous, je crois avant-dernier discours du chef de l'État, il avait dit que le président Lourenço lui avait demandé s'il peut les écouter. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait dit « Ok, allez-y, écoutez-les, mais vous me donnerez raison. » Ça, c'est le chef de l'État, Félix, qui dit. Il avait dit au président angolais que vous me donnerez raison quand vous les écouterez parce que c'est une coquille vide. Ils n'ont pas des revendications légitimes. Nous savons, hein, on ne va pas refaire l'histoire, mais nous savons que les revendications que porte ce M23 qui est une coquille vide, ce sont les besoins, si vous voulez, le cahier de charge du Rwanda que ces pantins du M23 portent. Quelles sont ces revendications? Il faut le dire ici, les Congolais le savent, mais il faut rappeler, parce qu'on dit la répétition est la mère de la science. On sait que ces gens veulent des terres. On sait que les gens veulent, comment dire, s'enrichir derrière les crimes qu'ils commettent en RDC. Okay? On sait qu'évidemment, ces gens veulent instaurer leur influence au Nord Kivu, prendre le trop-plein démographique qui est au Rwanda pour les déverser sur les territoires congolais. Ça, on le sait. On sait qu'ils veulent intégrer l'armée congolaise, intégrer la police, intégrer les institutions politiques, voyez-vous, et on ne peut pas accepter cela. Si Kabila l'avait accepté, parce qu'il était des mèches avec eux, parce que, évidemment, c'est son peuple. Mais nous, en tant que Congolais, en tant que patriotes, nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Mais sur la table, vous allez négocier autour de quoi? Parce que le gouvernement était déjà prêt. J'arrive, madame. Et donc, le chef de l'État a dû écouter aussi l'appel de ses autres homologues et aussi des partenaires multilatéraux et bilatéraux avec lesquels notre gouvernement travaille. Bon, il s'est dit, on va finalement les écouter, mais les écouter pour pouvoir prouver à la face du monde que ce qu'ils demandent, ils ne demandent pas quelque chose qui soit légitime. Ils demandent pour les intérêts, ils portent la cause d'un pays étranger ou des pays étrangers, notamment le Rwanda et l'Ouganda. D'accord? Et le chef de l'État a ouvert une brèche justement pour pouvoir prouver à la face du monde que leurs revendications sont ubuesques. La preuve, sachant qu'ils ne vont rien donner de concret, ils ne vont rien dire de concret, ils ne sont pas venus à cette rencontre. Vous savez, madame, il faut dire aux Congolais aujourd'hui, même ceux qui ont commandé ces crimes par Paul Kagame aujourd'hui, Paul Kagame devient encombrant pour eux. Monsieur Paul Kagame devient encombrant. Et j'ai toujours dit, hein, je le redis encore aujourd'hui, Paul Kagame est ivre, il est ivre du soutien de ses parrains, il est ivre de nos minéraux, et il a mal à s'en débarrasser. Et aujourd'hui, je disais ici que même ceux qui commandaient ces crimes en ont marre parce qu'il les a exposés. Vous savez, madame, avant, il se cachait derrière ces groupes armés. Mais le fait pour lui de franchir les frontières de la RDC, le 27, la nuit du 27 au 28 janvier 2025, c'était d'une gravité mais inouïe.
le monde ne pouvait pas rester indifférent. Parce que il les a tous exposés. La violation, je dirais, inacceptable du droit international. C'était d'une manière où même ceux qui l'ont toujours protégé ne pouvaient aucunement accepter qu'il soit évidemment face aux valeurs humaines, aux valeurs civilisationnelles qu'ils ont toujours défendues. Donc ils ont été obligés de lâcher prise. Parce qu'il y a eu derrière un chef d'État, Félix Tshisekedi, qui leur a pourri l'affaire. C'est quoi le mécanisme justement que oui, on va aussi évoluer, M. Henri Mutombo, permettez-moi. Parce que je coupe les idées, la fille d'idée est coupée. Nous n'avons que 45 minutes, donc il faut qu'on évolue, M. Henri Mutombo. Aujourd'hui, s'il faut, parce que vous parlez de Paul Kagame, des mesures ou des mécanismes que ce régime a mis en place. D'abord, on parle de la RDC pour contraindre Kagame à quitter le sol congolais. Mais madame, vous êtes journaliste, vous savez que le chef de l'État, c'est un stratège. Parfois, en stratégie, il faut économiser les forces. Parfois, en stratégie, il ne faut pas s'engager dans un front militaire. Parfois, il faut laisser l'ennemi dépenser tout ce qu'il a, son énergie, ses moyens. Cependant, j'arrive, madame. Goma et le nord et le sud Kivu contrôlés presque par l'ennemi. Madame, Goma et Bukavu contrôlés par l'ennemi, mais la pression qu'ils reçoivent, toutes ces sanctions qui sont tombées sur le Rwanda, parce qu'il faut le dire, qu'ils les font reculer. Toutes ces sanctions tombées sur le Rwanda de la part de tous les partenaires multilatéraux et bilatéraux de la RDC prouvent à suffisance que Rwanda est désarçonné. Vous avez besoin de voir l'armée rwandaise sortir in extenso du territoire congolais. Je comprends votre attente, mais il faut savoir une chose, qu'un voleur, surtout un voleur soutenu par les grandes puissances, il est certainement affaibli. Ce sont ces mêmes grandes puissances qui participent à des sanctions aussi. Comment ça s'explique? Comment croire à leur honnêteté et à leur fiabilité? Nous les avons poussés. C'est comme on dit en lingala, et mabe. Donc ça veut dire que avant ça se passait un peu comme une femme dans une intimité à l'abri de regard. Mais aujourd'hui, avec le travail de la diplomatie déployé par le président de la République et sa ministre des Affaires étrangères, ceux qui protégeaient Kagame aujourd'hui sont obligés de lâcher prise parce que la flagrance, elle est vraiment de manière gravissime. Ils ne pouvaient plus continuer à le protéger. Tout ce que Kagame est en train de faire, c'est de la gesticulation inutile. Il ne tiendra plus, madame. Parce que je vois parfois les gens, je vais anticiper, je vois les gens faire la comparaison entre le Rwanda et la Russie, qui a aussi été sanctionnée, mais la Russie a continué à faire la guerre à l'Ukraine. C'est pas pareil. La Russie est une multipuissance, d'accord? La Russie ne dépend pas économiquement des États-Unis ou de la France ou de la Belgique. Et d'ailleurs, malgré les sanctions de la Russie, la France a continué à acheter le gaz à la Russie. Et aussi, la Russie, en termes d'armement, ne dépend pas non plus de l'Occident. Mais ici, il faut signaler que le Rwanda dépend de la communauté internationale. Son budget est financé à 60% par la communauté internationale et aussi son budget est financé par le vol, le pillage qu'il opère sur notre territoire. Donc quand le Rwanda reçoit les sanctions qui lui sont infligées par la communauté internationale, donc l'Union européenne, les États-Unis et autres, c'est une mesure contraignante pour que cette armée rwandaise puisse sortir de notre territoire. Ce n'est qu'une question de jour, Madame Moubouadi.
nous sommes avec vous ici, vous allez voir, s'il continue à s'entêter, comme je l'ai dit au départ de cette émission, c'est lui qui sera sanctionné. Et d'ailleurs, je vais donner un exemple. Vous vous rappelez l'histoire de Oswald, l'assassin de John Kennedy, le président américain, paix à son âme. Celui-ci, quand il a assassiné le président américain, quelques temps après, c'est lui qui a été tué parce qu'il ne voulait pas que celui-ci voilà, puisse ouvrir la bouche pour dire les vérités ayant constitué ce plan d'assassinat. Et aussi le policier qui était mis dans le coup, lui également a été assassiné. Aujourd'hui, Kagame, je ne pense pas qu'il aura le temps d'être arrêté et jugé. En rapport avec tous les secrets de pillage, d'ingérence, de massacres commis en RDC. Moi, je crois que Kagame connaîtra également le sort de tous ceux qui ont porté, évidemment, le projet de déstabilisation des pays voisins. Voilà. Et surtout que son entreprise de massacre est tellement... scandaleuse que le seul sort qui lui sera réservé serait son élimination. Merci. Alors, on sait que c'est Kagame l'agresseur, tous souhaitons son déclin. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, il faudrait encore que ceux qui dirigent restent dans le discours ou encore continuent à pointer le doigt Kagame, le Rwanda, où il faut s'activer dans des actions concrètes pour recouvrir la paix dans la partie est de la République démocratique. Madame, vous avez pleinement raison en posant cette question. Une chose est de condamner évidemment ce qui se passe à l'est de notre pays, mais l'autre est c'est également nous-mêmes, nous puissions nous regarder en face pour pouvoir dénoncer notre propre incurie. Parce que quand on parle de l'armée qui doit être dissuasive, donc ça veut dire qu'il y a une organisation derrière. Donc nous devons nous organiser de telle enseigne que après cette guerre, que nous puissions nous réinventer. Ça je le dis partout où je passe, pour dire que nous devons nous réinventer. Donc cette situation doit être celle qui révèle les héros. Et cette situation doit être celle qui pousse le chef de l'État à désigner, ou si vous voulez, à donner la possibilité aux hommes de la situation de pouvoir s'exprimer pour que le Congo d'après-guerre soit un Congo beaucoup plus fort, un Congo que nous souhaitons, nous, d'avoir en tant que pays leader de notre région, de notre sous-région. Donc, ici, il faut dire que le chef de l'État l'avait dit le 29 janvier qu'il y a une riposte rigoureuse qui se mettait en place. Et plus tard, je crois, quand il a reçu les députés de l'Union sacrée, il avait dit que cette guerre, nous la gagnerons soit par le dialogue, soit par une action militaire. Donc, nous faisons confiance à nos dirigeants et il faut que cela se prépare. Nous ne pouvons pas nous limiter à s'appuyer, à se greffer sur les efforts des autres. Nous saluons, je peux permettre 30 secondes. Nous saluons les sanctions infligées au Rwanda par l'Union européenne. Il a sanctionné les officiers rwandais, le personnel politique et militaire du M23. C'est une très bonne chose. Mais nous-mêmes, en interne, devons faire de telles enseignes que nous satisfassions les attentes de Congolais qui veulent une victoire définitive plutôt que de nous offrir une victoire de façade comme l'avait fait M. Kabila. Très bien. Alors cette riposte rigoureuse, comme vous venez de l'évoquer, n'a-t-elle pas trop tardé, M. Henri Mutombo? Non, mais la riposte n'est pas que militaire. Ce qui se fait au niveau diplomatique, au niveau communicationnel, c'est également une riposte. Vous pensez que sur le plan... Enfin, la diplomatie, elle seule suffirait sans les armes à côté? Non, la diplomatie seule ne suffit pas. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je joins mon approbation. Mais je voudrais vous dire ici que... la diplomatie est toujours accompagnée par les actions militaires. Donc, le chef de l'État, je crois qu'il a privilégié l'économie des vies. Il a souhaité, évidemment, que nous puissions aller dans le sens de pouvoir pousser ceux qui soutiennent le Rwanda à retirer leur soutien. C'est ce qui est en train de se faire. Il a poussé à ceux qui donnaient les moyens au Rwanda
parce qu'il avait construit un discours mensonger sur ce génocide rwandais que eux limitent à appeler génocide des Tutsis. Le chef de l'État a déconstruit ce discours mensonger qui lui permettait d'entrer sur le territoire congolais, de tuer et de faire tous les sarcasmes possibles prétendument parce que chez eux il y a eu ce génocide, comme si c'est nous qui avons poussé ce peuple à s'entretuer. Le Congolais étant un peuple pacifique, nous ne connaissons pas de génocide chez nous, si ce n'est Kagame et toutes ces armées étrangères qui ont organisé ce génocide sur le sol congolais. Donc ici, il est question de compter aussi bien sur la diplomatie que sur les efforts militaires. Je suis tout à fait d'accord. Alors, parce que vous avez évoqué Joseph Kabila dans vos différentes interventions depuis le début de cette émission, Monsieur Henry, parce que c'est un assassin, voilà, c'est un criminel. Un assassin, un criminel. Vous vous souviendrez que le président a reconnu, du moins, que Kabila lui aurait laissé faim, lui a laissé une armée bien structurée. Madame, d'abord, parlant de Kabila, vous savez, j'ai toujours dit que le Congo ayant eu Kabila comme président de la République, ce pays a été banalisé, ce pays a été saboté. Donc le problème du Congo aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. Ben, bien sûr, entre autres, le fait pour la RDC, ce grand Congo, je regarde droit dans les yeux, j'aime dire... De tout le président qui ont succédé. Bien sûr, le fait pour nous d'avoir eu un président de la République s'appelant, entre guillemets, Joseph Kabila, parce qu'on sait que c'est une identité fabriquée. Ngoï Moukena, paix à son âme, l'a dit, c'était une identité fabriquée. Le fait pour nous d'avoir eu Kabila comme président de la République, ce pays a été saboté, ce pays a été banalisé et humilié. Parce que ça n'est pas le profil Joseph Kabila qui a laissé des institutions, qui a laissé une armée structurée, une constitution. Ça n'est pas le profil qui correspond évidemment. Il a lancé le travaux de 5 chantiers. Quels 5 chantiers, Madame, si vous voulez, on va parler de tout ce que vous êtes en train de dire. On prolonge l'émission et puis on va en débattre. Quels 5 chantiers? Nous savons ici qu'il y a eu un contrat léonais où il fallait qu'on construise des kilomètres de routes qui n'ont jamais été construits, où il était prévu qu'on construise des hôpitaux qui n'ont jamais eu lieu. Le régime actuel fait mieux. On a ce contrat léonais, comme eux-mêmes avaient dit, contrat du siècle, tout ce qu'ils avaient dit. Mais comme on pourrait parler du contrat, du dossier ou je sais pas moi, le programme 100 jours. Madame, qui s'est soldé en échec également, on va dire. J'étais en train de dire ici, par rapport à votre question... Donc on ne va pas tout mettre sous le dos de Kabila, monsieur Henri Mutombo. Monsieur Albert Yuma a dit, vous êtes journaliste, un de vos confrères, je crois, d'une radio étrangère, avait dit, à l'époque il travaillait pour une radio étrangère, Albert Yuma avait dit que les minerais du pays ont été bradés. C'était un bras économique, un bras droit, monsieur Yuma, c'était un bras droit de Kabila. Donc l'ayant dit, vous n'allez pas minimiser cette déclaration fracassante concernant comment dire, le bradage. Joseph Kabila est parti, il a laissé Goma, il a laissé Bukavu. Vous aviez parlé, vous avez dit ici que le chef de l'État avait dit qu'il avait trouvé une armée structurée. On ne va pas le nier, je sais qu'il avait tenu ce propos, mais vous savez, c'était à quel moment? C'était au moment où il venait d'arriver au pouvoir. Il venait d'arriver au pouvoir, il ne maîtrisait pas l'armée, je regarde droit dans les yeux, je vous dis, il y avait encore ces sentiments, il y a certains militaires qui avaient l'animosité vis-à-vis d'un nouveau chef qui venait d'arriver parce qu'ils étaient dans des combines de pillage. Vous savez, cette guerre de l'Est, madame, fait face aux doubles volontés. Il y a la volonté du président de la République de mettre fin à cette guerre et il y a aussi la volonté de certains généraux, je ne dis pas tous, de certains officiers de l'armée congolaise qui ne veulent pas que cette guerre finisse parce qu'ils en tirent profit. Il y en a même qui demandent d'être mutés là-bas parce qu'ils savent qu'ils vont détourner les soldes des militaires, ils vont détourner la ration militaire, ils vont détourner les tenues, la logistique militaire. Vous êtes journaliste, je ne le dirai jamais assez, il y a eu des déclarations des hommes politiques, de ceux qui ont participé dans différents pour parler pour la paix, qui ont dit, ils étaient étonnés de voir que des tenues ou des munitions, la logistique militaire de la RDC, à un moment donné, s'est retrouvée entre les mains des rebelles. Qui le faisaient? C'était certains généraux, comment je qualifie, d'immoraux et des brebis galeuses au sein de notre armée. Et donc, Kabila
Aujourd'hui, quand il a fait sa première sortie, quand il dit que le M23 est une aspiration congolaise, alors que les mêmes M23, lui, l'avaient combattu, quand il dit que l'armée sud-africaine puisse sortir de notre territoire, Kagame l'avait dit avant, donc vous voyez qu'il y a une sorte... Aujourd'hui, il y a des parts de l'armée de la SADC. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Bon, la SADC est partie. Pour moi, c'est un échec de l'Afrique du Sud. Si cette émission est suivie par les Sud-Africains, je leur dis qui n'ont pas assumé leur leadership, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, l'Afrique du Sud, c'est quand même la première puissance militaire. J'ose espérer, hein, sauf erreur de ma part, suivi, je crois, de l'Égypte. Alors, mais vous estimez qu'une armée étrangère, peut se mettre en avant-plan que notre propre armée? L'Afrique du Sud ne s'est pas assumée comme étant pays leader de la SADC. Ça veut dire que cette place est restée vide. La RDC doit se battre pour l'occuper. Alors, l'Afrique du Sud a perdu ses hommes. Ils ont prétendu qu'ils s'en vont parce qu'ils ont perdu les hommes. Les États-Unis, quand ils sont allés en Irak, quand ils sont allés en Afghanistan, ils ont perdu leurs hommes. Ça n'est pas pour autant que les États-Unis s'étaient retirés juste parce qu'ils ont perdu leurs hommes. Donc, ça veut dire que c'est ce que je dis toujours, madame. Le Congo est un pays seul. C'est pour ça que j'en appelle tout le temps à la prise de conscience des Congolais sur l'importance de leur pays. Nous sommes un pays envié. Nous sommes un pays qui suscite évidemment beaucoup de convoitises. Et donc, nous devons prendre conscience. Et même ceux qui dirigent, nous ne devons pas avoir des dirigeants légers. Nous ne devons pas avoir des dirigeants qui se limitent à se réjouir des fonctions, à se réjouir des privilèges des fonctions qu'on leur accorde par le président de la République. Mais nous sommes une nation où, quand on vous confie une responsabilité, vous devez travailler de telle enseigne que la mission pour laquelle vous avez été nommé soit atteinte et soit accomplie. Sinon, on restera dans le tourbillon, on va continuer à marcher, comment évoluer à tâtons, parce que, évidemment, en face, vous avez affaire à des personnes qu'on a nommées comme ça juste par reconnaissance politique ou par copinage politique, alors qu'en réalité, ils ne valent même pas un seul iota intellectuel. Alors, parce que vous reconnaissez cela, est-ce qu'il faut encore accuser Joseph Kabila dans la gestion dans les différents problèmes que connaît la RDC? Nous restons sur le plan sécuritaire. Kabila n'a pas construit l'armée, madame. Mais en 6 ans, ce régime ne l'a pas construit non plus? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, il y a la programmation, je crois, sur la loi qui concerne le secteur de la défense. Hein? On parle de plus d'1 milliard de dollars de budget pour l'armée. Aujourd'hui, l'élite militaire a été formée, alors que pendant 18 ans, Kabila, l'unité, comment on appelle ça, la force spéciale, je crois. La force spéciale, je crois que je ne me trompe pas. La RDC n'a pas eu ça. Des parachutes, la RDC n'a pas eu ça pendant 18 ans. Ce que je dis, c'est les militaires eux-mêmes. Le général Ekenge cherchait son intervention, vous allez voir, il a dit, pendant presque 20 ans, on n'a pas eu des parachutistes. On n'a pas eu l'élite, l'élite militaire, les forces spéciales. On n'en a pas eu dans ce pays. Ils n'ont pas été formés. Donc, ça veut dire que Kabila, sa mission était de démanteler d'abord la force de défense de notre pays, de l'affaiblir, afin de permettre le démantèlement de la RDC. Parce que la RDC a la vocation d'un pays militaire. On a 9 voisins. Quand vous avez 9 voisins, et que vous êtes très riche, vous devez vous mettre dans une disposition, dans une posture où, quand on vous attaque, vous êtes à mesure, évidemment, de pouvoir faire face. Mais aujourd'hui, une armée ne se construit pas en 6 ans, madame. Une armée, renseignez-vous, une armée forte ne se construit pas en 6 ans. C'est construit en 18 ans. Celui qui a fait 18 ans au pouvoir a eu plus de temps de construire l'armée par rapport à celui qui a fait 6 ans. Je ne dédouane pas. J'ai dit tout à l'heure au début, j'avais parlé de l'incurie de notre société.
je ne dédouane pas les erreurs de ceux à qui les missions régaliennes ont été confiées pour faire le boulot, mais qui n'ont pas fait leur job. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais va falloir mettre chacun devant ses responsabilités, devant l'histoire. Kabila a fait 18 ans dans ce pays, il n'a pas construit l'armée, il n'a pas construit l'école de la République, il n'a pas du tout construit l'économie de cette nation. Mais est-ce parce que Kabila n'est plus au pouvoir, faudrait-il continuer toujours à citer Kabila? Vous avez posé la question sur Kabila, je réponds. Mais on ne peut pas lui enlever... Non, ma question c'était sur le fait que le président a reconnu qu'il y avait une armée bien structurée, laissée par son prédécesseur. Mais c'est ce que j'ai dit au début. Vous m'avez peut-être pas suivi, mais les téléspectateurs, si, je pense oui. Je dis ceci, il venait d'arriver, il avait peut-être l'impression que l'armée était structurée. Mais ayant rentré en profondeur, ayant scruté, ayant analysé, on s'est finalement rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc il fallait structurer l'armée quand il fallait rendre compte. C'est ce qu'il a fait. La loi de programmation militaire, c'est sous Tshisekedi. L'armement que nous avons aujourd'hui, c'est sous Tshisekedi. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, on parlait des drones, on parlait de toute la nouvelle technologie militaire que nous avons aujourd'hui? On n'avait pas, madame. Posez la question, vous êtes journaliste, allez vous renseigner auprès des militaires, ils vous diront qu'il n'y en avait pas. Donc, je dis et je persiste ici que nous ne pouvons pas, je n'épargne pas les erreurs. Okay? Parce que même le chef de l'État lui-même l'avait reconnu le 20 janvier 2024 lors de sa prestation de serment pour son deuxième mandat. Il avait dit que les erreurs du passé ne seront plus répétées. D'accord? Donc ça dit que quelque part, il sait que il avait fait des choix où les gens à qui il avait confié des missions régaliennes n'étaient pas à la hauteur. Estimez-vous que ces erreurs ont été corrigées? Mais les erreurs, on les corrige de manière procédurale. On ne corrige pas une erreur comme un coup de bâton magique, madame. Donc, ce ne sont pas les anges qui descendront du ciel. 2 ans déjà pour le second mandat. Ce ne sont pas les anges qui descendront du ciel pour pouvoir diriger le pays. Non, c'est un bilan qu'on est en train d'établir aussi d'une certaine façon. Je dis, madame, ce ne sont pas les anges qui descendent du ciel pour venir gérer un pays, ce sont les hommes. Et donc, le gouvernement est en place, ils sont en train de travailler, buter à cette affaire de guerre de l'Est, la démocratique du Congo, qui ne commence pas avec Tshisekedi, qui commence depuis, qui a débuté depuis plus de 30 ans, même avant cela, parce qu'il y a un plan contre la RDC, un plan de démantèlement, un plan de la désintégration de la RDC, madame. Vous devez, quand vous parlez, je comprends, vous êtes dans votre rôle de journaliste, mais il faut se dire que quand on se met aux avant-postes pour diriger ce pays, il faut tenir compte des enjeux, il faut tenir compte de ce que représente ce pays. La RDC est à la conjonction des intérêts du monde. Et donc, le voir se développer, le voir demeurer dans la paix, dans la quiétude profonde, ça ne fait pas du tout la joie de ceux qui s'attendent que ce pays soit divisé et que ce pays soit celui qu'il est aujourd'hui, qui tâtonne, qui peine à se relever, mais avec la volonté politique qui est affichée par le président de la République et certains de ses collaborateurs jusque-là, nous sommes en train de sortir du bourbier. Il faut espérer. Très bien, il faut espérer. Messieurs, dames, vous êtes en direct de Samuel 13 Télévision. Vous faites bien, merci pour votre attention, merci pour votre participation, merci pour les messages que vous nous envoyez d'encouragement, merci pour des messages, pour de critiques tant positives que négatives. Nous le recevons en toute sportivité, nous comprenons et nous essayons de nous améliorer, de nous amender. Alors aujourd'hui, nous sommes en train justement de parler de la rencontre ratée entre Kinshasa et le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda, à qui justement profiterait cet échec. Qui en est le perdant? Est-ce que le M23 se sent aujourd'hui coincé justement par les différentes sanctions qui tombent de partout? Monsieur Henri Mutombo, parce que nous sommes en train de parler sécurité, insécurité dans la partie est de la République. Nous avons évoqué tout à l'heure la notion de la diplomatie. Il faudrait aussi parler de rapport de force. Est-ce qu'aujourd'hui, n'y a-t-il pas urgence pour que la RDC ne compte que sur son armée
et essayer un peu on ne va pas dire de ne pas se réjouir, mais de ne pas trop espérer sur des sanctions qui tombent, mais plutôt sur son armée qui va assurer justement la protection des frontières pour éviter à l'ennemi d'entrer ou d'y accéder. Madame, on construit une armée en temps de paix parce qu'on sait que la guerre peut être déclenchée en tout moment. C'est pour cette raison que notre gouvernement et aussi les partenaires de la RDC doivent continuer à pousser le pion beaucoup plus loin pour contraindre Kagame de sortir son système de défense, son armée, hein, l'armée rwandaise sur le territoire congolais. C'est en ce moment-là que vous construirez une armée. Parce que, regardez, vous combattez, vous êtes en guerre, vous recrutez. Parce que pour avoir des militaires bien formés, aguerris, ça demande du temps. En même temps, il y a le besoin d'hommes au front. Comment allez-vous faire? 2-3 mois, ça sera quelque chose qui est fait dans la précipitation. Donc, nous devons souhaiter qu'il y ait la paix, qui revienne sur l'étendue du territoire national. Et c'est en ce moment-là, effectivement, que nous devons maintenant prendre conscience pour construire une armée dissuasive. Nous avons des minerais importantes ici, suivant mon regard, qui peuvent permettre que nous puissions avoir des armes qui font effectivement peur, pas seulement aux 9 voisins, mais aussi à d'autres pays extérieurs. Pourquoi pas? Nous devons devenir un pays nucléaire, pourquoi pas? Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'on doit s'abstenir de le dire? La RDC doit devenir un pays nucléaire. Nous avons l'uranium. Parce que ceux qui nous entourent, regardez comment on a décimé. On parle de plus de 10 millions de morts. Mais là, quand l'armée rwandaise est entrée sur le territoire congolais, ils ont tué plus de 8500 personnes, près de 9000 personnes. On a violé les femmes, on en a brûlé d'autres. Pourquoi? Parce que cette armée, encore, je veux revenir, vous direz, mais monsieur Henri Mutombo, vous parlez de Kabila. Mais encore une fois de plus, parce que on n'a pas eu une armée qui était prête à affronter toutes les éventuelles agressions. Mais cette armée a affronté madame, en 2013. Mais vous avez ouvert une brèche, permettez-moi de vous relancer aussi. Oui, madame, lisez l'histoire. En 2013, c'était du maquillage. On a gratté, on a regardé, il n'y a rien sous le vernis. C'était du maquillage. C'était, quand vous lisez entre les lignes tout ce qui se passe, l'interview dernièrement accordée par Kabila aux médias sud-africains, vous comprenez que c'était vraiment quelque chose qui avait été fait entre copains. Ok? En 2013, l'armée n'avait pas vaincu le M23. C'était la pression. Barack Obama avait appelé Kagame pour dire hey, toi, arrête-toi. Et c'est comme ça que cette armée était sortie du territoire congolais. Donc c'est la diplomatie de Kabila qui a joué à cette époque. Il n'y avait pas de diplomatie. Kabila n'avait joué aucune diplomatie. On avait contraint Kagame de sortir. Et on avait accordé à Kagame ce qu'il veut. Donc, c'est-à-dire le contrôle général de la zone Est, où 43% des militaires qui contrôlent, les généraux rwandais déguisés en Congolais, qui étaient devenus des généraux congolais, qui étaient entrés dans la police, qui étaient entrés dans les institutions de la République. Et quand on a demandé qu'on les déplace de l'Est pour les envoyer à l'Ouest, ils ont déserté pour repartir dans la rébellion. Donc vraiment un cercle vicieux. Il n'y avait aucune victoire sur ces gens. La victoire sur la rébellion, c'est maintenant avec Félix Tshisekedi. C'est maintenant avec le président Félix Tshisekedi. Tout à fait. S'il n'y a pas de négociation, qu'est-ce qui est proposé sur la table? Mais madame, attendons voir, ne mettons pas le chariot devant le bœuf. La délégation congolaise est allée à Luanda, comme le président Lablègue l'avait fait en 2024, parce que nous sommes ceux qui procurent la paix. Mais entre-temps, l'ennemi ne fléchit pas, M. Henri Mutombo. En cours derrière le temps, vous l'avez vous-même dit, autant de morts, autant de femmes violées, autant d'enfants blessés qui ne savent plus étudier sur qui aisement. Donc, il y a eu une pression également de la part de ce régime pour retrouver la paix. Oui, Madame Tania Mouwadi, le président de la République avait dit, je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure ici, au début de cette émission, qu'il avait dit, cette guerre, nous la gagnerons soit par le dialogue, soit par la guerre. D'abord, le dialogue, c'est ce qui se fait. Et si le dialogue échoue, l'option militaire entrera en jeu. Donc, l'option militaire entre en jeu. C'est ce que nous voulons. Alors,
parlons de cet accord entre la RDC et les États-Unis. Vous pensez que la RDC devrait y penser et s'inscrire dans cette logique de choses? Madame Tania, il y a une chose... Le temps de monter une armée professionnelle, le temps d'évoluer avec des négociations, il faudrait se retourner vers les États-Unis aussi, vous estimez? Depuis le temps, depuis la nuit des temps, allais-je dire, les nations ont toujours coopéré. C'est pour cette raison qu'il y a eu naissance, évidemment, de la diplomatie. Donc, aussi longtemps que la RDC existera, subsistera, nous aurons des partenaires multilatéraux et bilatéraux. Les États-Unis ont toujours été notre partenaire privilégié. Mais malheureusement, à un moment donné, par faute de vision politique, la RDC, c'était, comment dire, avait signé des MEU, hein, mémorandum d'entente, avec la Chine, qui aujourd'hui a plus de gains économiques sur les minerais congolais que d'autres pays du monde. Alors, nous savons que avec la Chine, il y a eu comme une sorte de pacte de désacralisation de nos minerais. C'est ce que je viens de dire ici par rapport à ce qu'ils ont appelé contrat du siècle. Il n'y avait pas eu de sincérité. Le chef de l'État a voulu, bien entendu, que cela continue. Il était allé en Chine, reçu en grande pompe par le gouvernement chinois. Mais quand on a des amis, hein, parce qu'entre amis, il n'y a pas... entre amis, entre États, il n'y a que des intérêts. Quand vous avez un partenaire et que face à des difficultés, n'agit pas à la hauteur de votre amitié ou de votre collaboration, partenariat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se tourner vers un autre qui peut effectivement comprendre vos besoins et vos attentes et établir, je veux dire, des partenariats qui puissent vous permettre de vous sécuriser. C'est ce que le président de la République veut faire. Il ne ferme pas la porte à la Chine, ça il faut le dire aux Congolais. Il ne ferme pas non plus la porte à n'importe laquelle nation qui veut commercer ou avoir des partenariats sur les minerais stratégiques de la RDC. Mais on choisit les États-Unis parce que, évidemment, en tant que puissance, nous pouvons établir ce partenariat qui permet aux États-Unis d'avoir ce dont ils ont besoin, sans évidemment que la RDC soit perdante, mais pour que ça permette aussi également à la RDC de se protéger, d'avoir les moyens de construire son avenir, de construire son économie, de construire son armée. Sincère? S'il vous plaît? En cette période de crise, est-ce que les États-Unis feront preuve de sincérité? Ils agiront en faveur de la RDC, enfin, de sorte que la RDC gagne également. C'est à nous, Congolais, c'est à nous, Congolais, d'aller de manière coordonnée. Nous ne devons pas aller de manière dispersée. Ça, il faut le dire. Parce que quand vous allez en négociation de manière dispersée, ou par exemple, le gouvernement, par exemple, va dire une chose, l'équipe de la présidence, parce que la présidence de la République a aussi des équipes dont la responsabilité de gestion de minerais est incombée. Donc, il faut aller de manière coordonnée, parler de même langage, savoir ce que nous voulons. On ne veut pas brader nos minerais, mais on veut une stratégie qui permette, qui est également l'échange des connaissances, qui permette à la RDC de construire son économie, de construire son avenir pour son peuple, parce que ça n'est pas pour les autres que les matières premières nous ont été données par le Tout-Puissant. Donc si nous avons ces minerais dans notre sous-sol, nous devons faire de sorte que dans toutes les négociations que nous avons avec les pays étrangers, que nous soyons les plus qui profitent, nous soyons ceux qui profitent le plus de ces richesses que l'Éternel des armées nous a données, plutôt que ça fasse le bonheur des autres pendant que le peuple congolais croupit dans la misère. Parce que Madame Tania, vous savez, nos parents, on leur a dit par les dirigeants
que notre avenir sera meilleur. Nos parents ont grandi, ils ont vieilli, ils n'ont pas vu leur vie se transformer. Nous aussi, on nous a dit, votre avenir sera meilleur. Moi, bientôt, je vais avoir 50 ans, mais on continue à végéter sous la férule de la pauvreté. Et nous ne voulons pas, nous aussi, que nous puissions dire à nos enfants que leur avenir sera meilleur et que demain, ils se retrouvent dans un pays riche, mais vivant dans la pauvreté. Il faut finalement que ça s'arrête. Et c'est comme ça que je dis, par rapport à votre question, il faut que nous sachions ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas aller négocier avec des Américains ou avec n'importe qui, donnant plus d'avantages aux partenaires et se limitant aux petits intérêts personnels que nous allons avoir au détriment du grand nombre qui est le peuple congolais. Parce que Mao Tse-tung l'a dit, l'élite récupère ce que la masse exprime avec tâtonnement ou confusion pour les lui restituer en termes de vision claire. Donc quand on est dirigeant, quand on est choisi pour répondre ou cibler pour représenter le pays, il faut que l'on intègre ces dimensions, que l'on ne travaille pas pour son ventre, mais on travaille pour la République. Et ce n'est que comme ça que même ceux qui regardent la RDC aujourd'hui avec un regard de dédain changeront leur façon de nous regarder, parce qu'ils vont finalement se rendre compte qu'en face, ils ont affaire à des gens sérieux, à des gens conscients et à des gens qui pensent à leur pays, qui pensent à leur peuple, dont le seul leitmotiv, c'est la grandeur et la puissance de leur pays. C'est ce que nous attendons de nos dirigeants. Et il est temps, effectivement, j'ai dit au début ici, que le président de la République puisse se pencher dans le recrutement de ceux qui peuvent lire entre les lignes et comprendre sa vision et lui permettre de comment dire, matérialiser cette grande vision qu'il a pour le Congo. Voilà. Plutôt que, évidemment, de voir, parce que le chef de l'État se plaint souvent, de voir des gens dont les résultats sont des petits pas. Alors, est-ce que le régime actuel a, on va dire, une politique sécuritaire claire, M. Henri Mutombo? La politique sécuritaire, elle est claire. Ne vous trompez pas, madame. La politique sécuritaire, elle est claire. Mais seulement, nous faisons face à un plan d'agression, à un plan de déstabilisation, à un plan lié aux velléités expansionnistes d'un président voisin, notamment le Rwanda, pour qui le Congo est un paradis. Regardez ces Rwandais, quand ils parlent, pour eux, leur paradis, c'est le Congo. Peu importe la manière dont ils vont y accéder, s'il faut tuer, s'il faut écraser, ils vont le faire. Mais il faut l'arrêter net. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. La politique sécuritaire, elle est bien claire, mais quand vous faites face à une agression, à une armée, rappelez-vous que le secrétaire général des Nations Unies avait dit que l'armée rwandaise, ou si vous voulez le M23, a une armée similaire à une armée traditionnelle, donc d'une nation. Et on aurait appris qu'il y a même une base militaire de l'OTAN à Kigali. Donc, ça n'est pas quelque chose du hasard, ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, nous, maintenant, je le redis encore, il est temps pour nous de nous réinventer. En sortant de cette crise, que le Congo ne reste pas celui que l'on a connu, qu'on a neutralisé facilement. Il faudra que prochainement, si quelqu'un veut attaquer la RDC, qu'il soit dépiécé, mais qu'il soit frappé en plein cœur. C'est cela, la vision de cette nation. Le Congo a la mission de leadership africain. Et on ne doit pas être cette nation où on vit en piétine. Le Congo, c'est un mammouth. Vous voyez l'éléphant? L'éléphant, quand il veut se lever, il convoque beaucoup d'énergie pour se mettre debout. Et convoquons cette énergie parce que nous sommes un mammouth, nous sommes une grande nation. Cette énergie qui nous permet de nous lever et de faire face à toutes les menaces existentielles qui peuvent arriver, à toutes les menaces d'affaiblissement de cette nation. Et que nous puissions désormais renvoyer un message d'un pays fort et puissant
qui puisse faire trembler toutes les nations d'Afrique. Alors, pourquoi pas du monde? Pour envoyer ce message, parce que le NEMI refuse de négocier, est-ce qu'il ne faudrait pas déployer justement cette force militaire? Madame, je vais encore une fois de plus le dire ici, nous ne sommes pas, évidemment, je comprends, nous ne sommes pas dans la stratégie militaire du gouvernement. Dans la stratégie, il y a toujours un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C. Le chef de l'État, quand il est allé à Luanda en 2024, étant entendu que Kagame n'était pas venu, il y avait un plan B. Le plan B, nous avons vu, il avait continué à dénoncer et à citer nommément Kagame. Il a même cité Kabila comme étant pourvoyeur de AFC. Aujourd'hui, vous avez Kabila, et c'est assumé, il est sorti, il en a parlé. Donc, attendons voir. C'est vous qui le dites que Kabila s'est assumé. Bien sûr, quand il dit que les M23 est l'aspiration du peuple, vous... Donc maintenant Madame alors l'Union africaine, l'Union africaine a raison de dire que l'Union africaine ainsi que l'EAC ont-ils raison de dire qu'il s'agit d'une opposition armée en RDC? Madame Tania. Il s'agit une façon de dédouaner Kagame. Mais non, madame, vous savez, hein, je suis exténué, je suis sidéré quand j'entends certains chefs d'État protéger Kagame, parce que tout le monde a vu. Mais ils partent des informations, de révélations de l'RDC. Tout le monde a vu que c'est l'armée rwandaise qui a piétiné le sol congolais, qui est arrivée sur le sol congolais. Tout le monde l'a vu. Il y a des satellites, les Américains, les Anglais. Vous pensez que toutes ces nations, ces grandes puissances, comme on le dit, l'Union européenne, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, ont sanctionné juste parce que la RDC a dit? Ils ont des preuves, des massacres. Ils ont des preuves du carnage, ils ont des preuves de pillage. Quand on sanctionne une usine de transformation de l'or, parce qu'il y a des preuves que l'or volé au Congo passe par cette usine pour sa transformation et brouiller les pistes comme quoi que ces torts venaient du Rwanda. Donc ces gens savent. Joseph Kabila, en son temps, a été sanctionné, Chadari et consorts. Ils ont des moyens pour pouvoir identifier les auteurs et les acteurs de tout ce qui se passe ici. C'est pour cette raison que vous avez vu. Mais concrètement, est-ce que ce sont des sanctions qui pèsent du pot sur les évidences? La RDC a vu les troupes rwandaises. La RDC a vu des troupes rwandaises fouler son sol. Et c'est pour cette raison que finalement, on ne pouvait plus continuer à protéger Kagame, malgré que ces crimes ont été commandés par ces gens. Et aujourd'hui, moi je dis un peu comme ça en rigolant, c'est un peu une bataille fratricide, parce que c'est entre Kagame et ceux qui l'ont toujours soutenu. Donc malheureusement, ils ont vu que le gars devient encombrant, il devient une patate chaude entre leurs mains. Il va falloir évidemment le laisser. Kagame, personne ne l'a appelé ici. Tshisekedi ne s'est jamais intéressé de ce qui se passe au Rwanda. Nous, encore moins, nous, le peuple congolais. Personne ne l'a appelé ici. Mais il y a eu partenariat, non, entre... Quand je dis appelé ici, c'est dans... Comme agresseur. Oui, comme agresseur, pas du tout. Mais le partenariat, vous et moi, on peut établir un partenariat. Moi, je suis votre partenaire. Mais le cas de Kagame dérange, justement, le cas de Kagame dérange parce qu'on a toujours su que c'est un président qui a toujours convoité justement les minerais du Congo. Il pensait, le chef de l'État, il n'a jamais mené une lutte armée, contrairement à Kagame, il pensait qu'il pouvait lui prêcher la paix. Il pensait qu'il était de bonne foi. C'est comme une femme qui tombe amoureuse d'un homme connu, brutal, violent, mais on lui dit attention, le gars avec qui tu te mets va te faire du mal. Elle dit avec l'instinct maternel qu'elle réussirait à le transformer, mais malheureusement, entrant dans la relation, elle se rend finalement compte que cette personne est dans une logique où on ne peut la sortir. C'est ce que le chef de l'État a fait. De bonne foi, étant donné qu'il n'a jamais mené de lutte armée, il a dit qu'il pourrait le changer, il pourrait lui donner une autre trajectoire. Mais lui, il a campé sur sa nature, et c'est comme ça que nous en sommes arrivés là. Mais il est temps qu'il descende, mais vraiment qu'il morde la poussière. Très bien. Bounagan a parti.
Le gouvernement congolais continue de se battre pour récupérer Bunagana. Goma tombe, Bukavu. Lors d'un conseil de ministres, le ministre Patrick Mouyaya dit qu'ils ont décidé finalement de mettre fin à des accords avec le Rwanda. Est-ce que la RDC elle-même n'a pas non plus été à un moment un peu plus large quant à cette question? Madame, quand on veut épargner les vies humaines, on lève les options. Pourquoi ne pas mettre fin quand Bunagana est parti, par exemple, à ces contrats? Il fallait qu'il y ait Goma, Bukavu pour que le gouvernement se décide finalement à mettre fin à des accords avec le Rwanda. Le partenariat avec le Rwanda avait sauté depuis avant la prise de Goma, madame. On avait pardon. On avait Rwandair, on avait beaucoup d'autres partenariats avec le Rwanda qui ont été mis au froid bien avant la chute de Goma et de Bukavu. Donc, essayons de donner la bonne information. Non, mais je n'ai rien inventé. On va retrouver cette vidéo où le ministre dit qu'ils vont mettre fin ils ont cessé les accords avec le Rwanda. Non, vous parlez plutôt de la relation diplomatique entre le Rwanda et la RDC. Les accords commerciaux... Vous dites donner une bonne information. Oui. J'ai bien posé ma question. Moi, j'ai parlé des accords. Non, parce que j'ai parlé de... Il fallait y penser, mettre fin à ces accords. Quand Bunagana était déjà parti, quand on sentait qu'il y avait encore la menace de l'ennemi, pourquoi il fallait attendre qu'il y ait plus de menaces Goma parte, Bukavu, que l'ennemi puisse justement occuper ces villes pour que finalement qu'ils mettent fin à ces accords aujourd'hui? Madame, voilà, si vous parlez d'accords... D'une largesse, on va dire, de la part de dirigeants congolais d'abord. Madame Tania, si vous parlez des accords commerciaux, ils ont été rompus, résiliés, si vous voulez, avant la chute des Goma. Moi, je comprends, vous parlez de... Vous parlez des partenariats. Vous parlez des relations diplomatiques qui ont existé malgré l'animosité et l'adversité entre le Rwanda et la RDC. Et je vous dis que nous ne sommes pas le seul pays au monde à le faire. Beaucoup de nations du monde l'ont fait malgré l'état de guerre. Okay? Mais parce que le gouvernement congolais était toujours dans cette option de vouloir effectivement construire des relations de paix. Mais en face, vous avez un acteur, un président belliqueux, vous avez un président sulfureux, un président dont les velléités expansionnistes dépassent, qui va plus vite que sa pensée. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Évidemment, il fallait mettre fin à cette relation diplomatique. Donc, concernant les MOU signés avec la RDC, cela a connu un arrêt bien avant la chute des Goma et de Bukavu. Très bien, Monsieur Henri Mutombo, chercheur en fiscalité et géostratégie, cadre au sein de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Cette émission est terminée. Votre mot de la fin. Ben, écoutez, je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir reçu. Mais ce que je vais dire à notre peuple, c'est de rester debout, de continuer à croire en l'avenir de notre pays. Et nous devons nous-mêmes nous lever pour être les acteurs de changement de notre pays. On ne peut pas se dire que seuls les dirigeants sont en mesure de changer la nation congolaise, mais nous également, cette mission ou cette responsabilité nous incombe dans notre réflexion, dans notre agir de tous les jours, dans notre attitude. Nous ne devons pas être ceux qui sont comptés parmi les traîtres de la République, nous devons être des patriotes. Il faut que nous soyons ceux qui avons ceux qui ont la possibilité d'avoir l'audace, le courage de résister à toute tentation, surtout liée à la trahison. Donc ici, j'en appelle à notre jeunesse de rester vigilante, de rester debout aux côtés des institutions. Et aussi, je dis, si on veut accéder au pouvoir, le seul moyen d'y accéder, c'est par la voie démocratique. Notre Constitution le dit. On ne peut plus accéder au pouvoir par la voie des armes. Donc, ceux qui ont pris les armes contre la République n'ont pas de place parmi nous. Ceux qui ont pris les armes contre la République n'ont pas de place dans nos familles, n'ont pas de place dans nos cœurs, n'ont pas de place sur les territoires. Donc, ils n'ont même pas
de respect à revendiquer. Comment négocier avec eux s'ils n'ont plus de place? On va parler avec eux pour qu'ils se cantonnent, qu'ils soient cantonnés et qu'ils soient démobilisés. Tout simplement ça, et que la justice fasse son travail. Ceux qui devraient être arrêtés le seront. Rappelez-vous que le procureur de la CPI était ici. Il a demandé que les Congolais fassent de témoignages. Ils ont fait eux-mêmes également. Ils ont leurs enquêteurs. Ils ont fait le boulot. Et je crois qu'il est temps pour la RDC de changer de visage. Il est temps pour la RDC d'écrire son agenda, l'agenda de son avenir, celui qui implique bien entendu l'accomplissement de sa mission en tant que nation leader de l'Afrique. Très bien, merci beaucoup. C'était M. Henri Mutombo, je le rappelle pour une dernière fois. Il est écrivain, chercheur en fiscalité et géostratégie, aussi cadre au sein de l'Union Sacrée. M. Henri, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Dena Jocelyne Lukunku, porte-parole de Envol de Délices et Sanga. Alors chaque année, tu rends Madame Dena plus unique et extraordinaire. Que ton anniversaire soit aussi exceptionnel que toi. Nous te souhaitons tout le bonheur en ce jour spécial. Je te souhaite encore de sourires inoubliables et une année encore plus extraordinaire. Alors, on se retrouve demain pour le 3e numéro de votre magazine. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne CML13 Télévision. Au revoir. Merci.